Vous écoutez Timothée Dessine, je suis Timothée, je suis illustrateur, je suis directeur artistique et je donne des cours de dessin en présentiel dans une salle de classe avec des vrais élèves à l'intérieur et sinon je donne aussi des cours particuliers à ceux qui le veulent sur internet. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du dessin d'observation et c'est un sujet super important parce que en fait le dessin d'observation c'est vraiment l'exercice qui est le plus efficace pour apprendre à dessiner. En fait, s'il y avait qu'une seule chose à faire, ça serait du dessin d'observation et ça nous ferait tout à fait progresser, peu importe nos objectifs. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que le dessin d'observation, ça peut être une finalité en soi. Et on l'observe dans l'histoire de l'art, hein, surtout l'histoire de l'art récente, comme par exemple avec les impressionnistes ou quoi, qui faisaient de la peinture d'observation en fait directement. Alors, je parle évidemment de dessin d'observation d'après nature, hein, pas à plat, pas de la copie à plat, par exemple de photos ou d'autres dessins, même si, comme on va le voir, en fait, ça fait partie des étapes comme ça qui vont vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier si jamais vous avez jamais dessiné d'observation. Bon, d'ailleurs, le podcast, je pense qu'il sera assez court et en fait, je vais vous donner les étapes comme ça pour dessiner d'observation et progresser en dessin d'observation en vous appuyant sur les fondamentaux. Donc les fondamentaux, toujours pareil, c'est ça commence par des règles d'observation comme ça strictes à plat. Et puis ensuite, on a la perspective, le modelé, les ombres et lumières, évidemment l'anatomie, et puis la composition, la théorie des couleurs, ce genre de choses. Donc on va voir comment on peut intégrer tout ça petit à petit, en fait, dans le dessin d'observation. Alors tout au long de ces étapes-là, je vais quand même vous dire un truc, c'est qu'il faut bien garder en tête quand on dessine d'observation, de passer 80% du temps à observer et uniquement 20% du temps à dessiner en fait. Il va vraiment falloir se focaliser sur l'observation plus que sur le dessin et c'est là que justement on va pouvoir comprendre le plus de choses et puis assimiler au mieux quoi. Donc il faut essayer de calmer un petit peu sa frénésie. Quand on dessine comme ça, on a l'habitude de griffonner, de crayonner, de vouloir absolument tracer des traits sans arrêt. Et bah, va falloir prendre un petit peu plus de temps, être dans une approche un petit peu plus d'observateur et vraiment bien observer, bien analyser son sujet. Ensuite, je vais vous demander, si jamais vous dessinez d'observation, d'utiliser des outils qui sont le plus pratiques possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question là d'y aller avec du matériel qui est encombrant et qui n'est pas déplaçable. D'ailleurs, vous pouvez vous référer à mon précédent podcast sur le carnet de croquis pour savoir un petit peu le matériel que je propose. Euh, mais si vous démarrez simplement avec un carnet et puis un crayon, c'est déjà très très bien. Ce que je recommandais au carnet de croquis, c'était d'utiliser plutôt des feutres qui ne sont pas effaçables. Donc, plutôt que des crayons que vous pourriez gommer, par exemple, d'utiliser des feutres ou alors des stylos Bic, et notamment le stylo Bic 4 couleurs, voilà, que je recommande souvent parce qu'il permet de dessiner dans plusieurs valeurs différentes. Et donc, on peut comme ça structurer et à la fois dessiner des traits définitifs en utilisant le même outil. C'est très pratique. Vous gardez également en tête quand vous dessinez d'observation qu'il faut travailler de l'ensemble vers le détail. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que par exemple si on a une composition, on commence par placer les gros éléments de cette composition et subdiviser ensuite ces éléments par leurs détails petit à petit. C'est-à-dire que par exemple si vous avez un personnage à dessiner, typiquement, le truc que vous faites pas, c'est de commencer par un œil ou par une bouche, hein. Il va falloir commencer par justement structurer un petit peu la position globale, la forme dans laquelle se trouve le personnage, et ensuite d'affiner petit à petit pour aller vers quelque chose qui est plus détaillé. Et on va voir que d'avoir cette logique-là, ça va vous permettre de pouvoir dessiner sur le vif beaucoup plus facilement par la suite, parce que vous allez justement obtenir des techniques qui vont vous permettre de pouvoir dessiner une fois que le sujet est parti. Et ça, c'est plutôt bien, si on sait travailler justement avec cette méthode-là qui permet
de d'abord poser les fondations et d'ensuite travailler vers le particulier. Et ce que je vous recommande aussi, c'est de travailler tous les sujets. Vous allez voir qu'au départ, vous aurez des techniques qui seront limitantes pour vous, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de mal à dessiner des personnages, par exemple, en mouvement, ou alors des décors avec des lumières qui sont très changeantes. Et bah, faites-le quand même, et vous vous habituerez comme ça à avoir des dessins, à la fois des dessins qui sont réussis et qui sont satisfaisants pour vous, dont l'aboutissement vous plaît, et des dessins qui seront ratés. Et ça, c'est important d'avoir dès le départ, en fait, des dessins qui sont réussis et des dessins qui sont ratés, parce que ça vous permettra d'être moins frustré quand justement vous passerez d'une étape à l'autre. Parce qu'à chaque fois que vous allez passer d'une étape à l'autre dans l'apprentissage du dessin d'observation, en fait, vous aurez l'impression quelque part de régresser sur les sujets qui étaient facilités par la technique que vous utilisiez avant. Donc le fait, par exemple, de dessiner des personnages en mouvement quand vous êtes au départ dans une observation assez stricte et justement qui permet de bien analyser des sujets qui sont fixes, mais qui est très difficile à appréhender quand on a des personnages en mouvement ou des lumières changeantes ou ce genre de choses-là, et ben ça va vous permettre comme ça, quand vous passerez à des méthodes d'analyse qui sont différentes, et bah, certes, peut-être vous aurez moins de facilité, vous aurez moins de résultats sur des décors élaborés ou quoi que ce soit, mais sur certains sujets, ça sera mieux. Donc voilà. Donc d'ailleurs, pourquoi je parle de ça? Pourquoi finalement le décor, vous pourriez pas le faire tout à fait bien et rajouter le personnage par-dessus quand vous en êtes au stade de la gestuelle et de l'anatomie? Eh bien parce que dans un premier temps, en fait, ces étapes-là, il va falloir vous focaliser dessus à chaque fois que vous dessinez d'observation. C'est-à-dire que vous allez avoir l'enjeu, en fait, d'appliquer ces méthodes-là. Alors là, c'est quand on est dans l'exercice strict, il faut à la fois faire de l'exercice strict et puis à côté du dessin plus loisir, comme on va le voir. Mais justement, pour bien appréhender chaque technique et les mettre en pratique, le mieux, c'est justement de focaliser sur chacune d'elles à chaque fois que vous passez d'une étape à l'autre. Ces étapes-là, c'est des étapes qui parfois vont prendre 1 an, parfois 2 ans, parfois 6 mois, parfois 3 mois. Mais en tout cas, c'est pas des étapes aujourd'hui, semaine 1, le lundi, je fais de l'observation stricte. Le deuxième jour, je fais la perspective. Le troisième jour, je fais de la lumière, en fait, si vous voulez. C'est vraiment beaucoup plus long que ça, et surtout au départ quand on commence. Donc, la première étape, c'est justement l'observation stricte, c'est-à-dire de savoir analyser ce que vous avez sur votre plan visuel. Le plan visuel, en fait, c'est ce qui se trouve en face de vous. C'est un cadre à contour flou sur lequel, en fait, en déplaçant votre visage comme ça, et ben, vous avez une composition à plat. Alors, si vous voulez vraiment la voir à plat, à ce moment-là, vous pouvez fermer un œil, et à ce moment-là, vous ne voyez plus en profondeur. Vous voyez en fait les formes à plat, puisque c'est les deux yeux en fait qui vont simuler la profondeur. C'est pour ça que quand on ferme un œil après l'autre, en fait, on a l'image qui bouge devant nous. Quand vous regardez avec un seul œil devant vous, finalement, vous observez à plat. Alors, plus vous regardez loin avec vos deux yeux, moins il y a de mouvement quand on ferme un œil après l'autre. Par contre, si vous regardez quelque chose qui est très très proche de vos yeux et que vous fermez un œil après l'autre, il va beaucoup se déplacer sur votre champ visuel. Vous voyez? Donc, on va pouvoir utiliser plusieurs outils quand on fait de l'observation stricte. Et notamment le plus connu, ça va être d'analyser les distances et les proportions en utilisant son crayon devant soi. Donc pareil, on ferme un œil, on tend bien le bras et on utilise son outil, par exemple un crayon, verticalement. Avec son pouce comme ça, on peut analyser la distance d'un segment ou quoi que ce soit qu'il y a sur un sujet qu'on observe, et on va pouvoir le comparer
par rapport à d'autres segments. C'est-à-dire que de cette façon-là, on va pouvoir analyser finement les proportions. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est analyser les angles d'ouverture de ces segments. Donc par exemple, en mettant son crayon soit horizontalement, soit verticalement dans son champ visuel, on va pouvoir observer comme ça comment s'ouvrent les lignes par rapport justement à des verticales et des horizontales. Donc ça va vous permettre de tracer sur votre format ensuite, en, en vous aidant de vos repères de format, c'est-à-dire des horizontales des bords de la feuille et des verticales des bords de la feuille, pour tracer dans les bonnes directions vos différents segments. Voilà. Vous allez pouvoir également vous appuyer des espaces négatifs. Donc ça, ce sont les formes qui sont abstraites et qui sont dessinées par les vides situés entre deux éléments. Par exemple, entre deux jambes comme ça qui seraient tendues et le sol, vous allez pouvoir observer un triangle. Voilà. Eh bien, il faut se dire qu'en observant ce triangle-là, en fait, vous serez beaucoup plus à l'aise pour définir le contour de l'intérieur des deux jambes que si vous observez les jambes elles-mêmes. Parce que en dessin d'observation stricte, en fait, il y a une règle comme ça qu'on essaye au maximum de suivre, c'est de décomposer tout ce qu'on observe en formes qui ne sont pas nommables, en fait, qu'on ne peut pas définir par un terme. Par exemple, si je vous demande de dessiner un nez, en fait, vous allez dessiner à la fois le nez que vous observez, mais en le mélangeant avec votre interprétation au départ de ce que c'est qu'un nez. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a beaucoup de dessinateurs débutants qui ne parviennent pas comme ça à avoir des dessins qui sont réalistes, qui ressemblent au sujet qu'ils observent, parce qu'il y a beaucoup trop il y a beaucoup trop de mélange entre leur interprétation personnelle et ce qu'ils observent vraiment. Donc, de pouvoir décomposer comme ça ces sujets en, en formes qui sont abstraites, ça va vous aider à beaucoup mieux les analyser. Et c'est tout l'objet du livre Dessiner avec le cerveau droit, voilà. En fait, qui dit qu'il vous apprend à dessiner, en réalité, il ne vous apprend que ça. Il n'apprend que les techniques d'observation stricte. On va voir qu'il y a d'autres choses derrière. Mais du moins, si vous voulez dessiner de façon réaliste quelque chose que vous observez devant vous, eh ben, c'est une technique qui est tout à fait efficace et que vous pouvez mettre en pratique. Il faut simplement que les sujets ne bougent absolument pas et que vous ayez le temps de les mettre en place. Parce que l'observation stricte, le problème que vous allez avoir avec, c'est que c'est des analyses qui sont très rigoureuses. Voilà, de proportions, d'analyse d'angle, justement d'observer et les espaces négatifs et par exemple d'observer les formes par rapport à leur valeur aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser comme ça des masses qui seront toutes sombres ou toutes claires ou quoi que ce soit. Et plutôt que vous focaliser par exemple sur ce que c'est, par exemple c'est la forme d'un manteau, bah non, en fait j'observe le dessin défini par les valeurs de ce manteau. Et il peut être divisé en plusieurs valeurs, par exemple. Donc vous allez pouvoir faire tout ça. Donc cette première phase là, de dessin d'observation stricte, ça donne des très bons résultats. Mais comme je dis, voilà, c'est très difficile de travailler sur des sujets qui sont en mouvement, ou alors même avec des lumières qui sont changeantes. Parce que du fait que la lumière bouge, par exemple, eh ben, ça va changer directement toutes les formes en valeur, voilà, par exemple. Même les espaces négatifs, par exemple, s'il y a des ombres portées qui évoluent, eh ben, peut-être que ça va boucher différemment les espaces négatifs ou ce genre de trucs, et donc que vous aurez des difficultés, comme ça, sur des sujets qui sont mouvants, de pouvoir justement appliquer ces méthodes d'observation stricte. Mais franchement, si vous faites du décor ou quoi que ce soit avec ces techniques-là, vous obtiendrez vraiment très 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 rapidement des résultats qui seront bluffants, hein. Et comme je l'expliquais au tout départ, c'est pas parce que vous pouvez obtenir des sujets bluffants comme ça qu'il faut se limiter aux sujets qui vont être justement facilités par cette technique. Il faut multiplier
les sujets, pourquoi pas mouvants, pourquoi pas les animaux, pourquoi pas les arbres, pourquoi pas les arbres, je dis, avec du vent ou quoi que ce soit, ou dessiner comme ça euh, à un moment où la lumière change, et puis essayer d'appliquer quand même si ça va vous donner des résultats qui seront nécessairement moins bons. Ensuite, la deuxième phase de l'apprentissage pour dessiner d'observation, ça va être de s'appuyer sur les règles de perspective. Donc là, il y a des règles de perspective. On peut trouver ça très facilement. Aujourd'hui, je ne vais pas parler vraiment de comment on apprend la perspective. Si vous voulez, on fera un autre podcast pour parler de ça. Mais justement, quand on va apprendre la perspective, déjà d'un côté, le point de vue théorique, etc., comment on va pouvoir l'appliquer ensuite à l'observation stricte, eh ben, on va pouvoir ajouter de la structure très rapide à mettre en place. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner comme ça des boîtes dans lesquelles on va ranger nos différents éléments. Et ça va nous permettre de composer aussi beaucoup plus facilement et d'interpréter notre composition. Parce qu'on va pouvoir changer la focale. La focale, c'est-à-dire les déformations suivant l'objectif qu'on utilise. En fait, si vous voulez, pour faire très bref, hein, les règles de perspective, elles sont très liées par exemple à la façon dont les appareils photographiques prennent des photos. Et sur les appareils photo, vous avez différentes focales, donc vous pouvez avoir des téléobjectifs ou par exemple des grands angles. Pour donner deux extrêmes, un grand angle, ça va prendre le champ de tout ce qui est très proche de nous, et donc il va y avoir énormément de déformations visibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir des angles qui vont être très aigus dans ce qui est censé être horizontal ou vertical et qui fuit en profondeur. Tandis que justement c'est exactement l'inverse avec le téléobjectif, les horizontales peuvent rester quasiment horizontales si elles fuient en perspective. Et en fait ça arrive quand on cadre sur quelque chose qui est très éloigné de nous. Mais quand on dessine, on peut tout à fait décider de dessiner avec un téléobjectif, c'est-à-dire avec très peu de déformation, quelque chose qui est assez proche de nous. Ça, c'est de l'ordre de l'interprétation de ce qu'on veut véhiculer quand on dessine, et donc c'est tout à fait possible de le faire. Donc à partir de ce moment-là, justement, on peut établir une structure rapide, et donc là, il va falloir mixer à la fois de l'observation stricte et en s'appuyant sur ces structures-là, donc notamment par le placement de l'horizon, hein. Le placement de l'horizon, tout ce qui est en bas de l'horizon, finalement, on va l'observer de dessus, en plongée, et tout ce qui est au-dessus de l'horizon en contre-plongée. Et ça, évidemment, ça va donner toute une tonne de repères, mais qui vont être très faciles à mettre en place, parce que là, justement, on ne sera pas dans l'observation stricte, obligé de regarder par rapport à son crayon l'ouverture des angles et d'analyser comme ça les distances et tout. On va avoir justement des outils qui vont nous permettre de travailler très rapidement en s'appuyant sur de la théorie. Donc au départ, en fait, quand on va dessiner en perspective comme ça, donc ce que je conseille, hein, c'est quand on va dessiner en perspective, c'est vraiment de s'appuyer sur les règles de perspective en priorité. Mais là, il va falloir conserver aussi un petit peu d'observation stricte, notamment sur le placement de ce qui peut être les rythmes liés aux espaces négatifs et tout, sur les personnages, sur tout ce qui est organique un petit peu, vous voyez. Parce que ça va être très difficile de dessiner de façon organique avec de la perspective. Donc, en fait, quand on dessine aux perspectives, au départ, ce qui va être dur, c'est de garder justement un petit peu de véracité par rapport à son sujet, parce qu'on aura tendance comme ça à skipper les détails qui font la crédibilité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien analyser justement ce qui donne comme ça l'aspect unique de ce qu'on observe, et pas de faire des maisons en perspective, certes réussie, crédible, en profondeur, etc., mais qui n'aurait aucune personnalité, par exemple. Donc il va falloir chercher comme ça les petites aspérités, les petits détails qui font que les bâtisses sont particulièrement uniques. Voilà, les bâtisses ou autre chose, des vêtements, des drapés, ce qu'on veut.
Et ça va être difficile aussi de conserver justement la souplesse qu'on peut avoir dans l'observation. Parce que comme on va être dans la rigueur aussi de la technique et directement de la perspective, on va être dans l'applicatif plus. Et en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a pas mal d'éléments naturels ou même qui ont été créés artificiellement qui peuvent s'affaisser ou qui peuvent un petit peu se modifier avec le temps. Et donc, les horizontales et les verticales ne le sont pas forcément, autant que les angles qui sont projetés par exemple d'un toit, qui peuvent être légèrement affaissés, etc. Et ça, si on est trop rigoureux, en fait, on tombe très vite dans quelque chose qui est trop synthétique. Pas dans le sens de la synthèse, mais synthétique artificielle, si vous voulez. Donc il va falloir beaucoup quand même passer d'une vision très en perspective et de savoir rajouter en tempérant avec de l'observation plus stricte pour justement rajouter de la crédibilité et ne pas se perdre dans des dessins qui sont trop froids en réalité. Voilà. Donc, et puis, on reste, quoi qu'il arrive, bien attentif. On n'oublie pas les 80% d'observation et les 20% simplement à dessiner. Ensuite, l'étape qui va suivre, c'est d'intégrer notre compréhension du modelé organique et de la lumière, justement, sur ces modelés et sur la perspective pour améliorer nos dessins. Mais ça, encore une fois, ça va être une étape dans laquelle on va avoir l'impression de régresser et puis petit à petit justement on va avoir plus de liberté en utilisant cette technique là. Donc le modelé organique, qu'est-ce que j'entends par là? Finalement c'est comprendre comment voir le volume d'une forme et ça se fait beaucoup en étudiant les chevauchements, ce qu'on appelle les overlaps en anglais et qui peuvent définir comme ça d'un simple tracé d'une forme courbe, par exemple, vers quel endroit fuit un avant-bras ou vers quel endroit fuit quelque chose comme ça d'organique, une branche d'arbre ou quoi que ce soit. En fait, ça va être l'étude des ellipses, en particulier le maillage de formes complexes, c'est-à-dire le maillage de formes courbes, etc., qui va nous permettre justement d'appréhender le modelé. Ça, encore une fois, c'est de la théorie. On pourra voir ça dans un autre podcast ou dans un article. Mais je vais juste vous dire un petit peu ce que ça va vous permettre justement d'appliquer ce modelé et la mise en lumière comme ça, et d'en faire un point focus quand vous travaillez d'observation, dans la troisième phase de l'apprentissage du dessin d'observation. Donc déjà, ça va vous permettre de faire ressentir, comme je disais, les formes qui sont organiques. Là, vous allez plus être obligé de mixer entre l'observation stricte pour regarder des vides tout en s'appuyant sur la perspective. Là, vous allez pouvoir vraiment dessiner des formes organiques dont on sentira beaucoup mieux le volume. Vous allez pouvoir dessiner des drapés cohérents, dessiner des végétaux cohérents, des formes courbes, hein, même si par exemple c'est dans l'architecture. C'est vrai qu'il y a maintenant des constructions qui sont avec des formes plus douces que ce qu'on peut observer en architecture habituellement. Et justement, ça va vous permettre de savoir manipuler un petit peu toutes ces formes complexes et organiques là dans l'espace. Et vous allez également pouvoir poser la lumière dans la scène de façon logique. Donc c'est quelque chose que vous n'allez plus être obligé d'observer strictement, mais vous allez pouvoir appliquer justement des techniques qui vont vous permettre de choisir. Si par exemple vous êtes dans une étape où la lumière est changeante, et que quand vous aviez démarré le dessin, c'était parce que la lumière vous plaisait particulièrement au moment où vous l'avez commencé, et bien vous allez pouvoir tout à fait choisir de conserver ce type d'éclairage-là, plutôt que de le modifier comme vous pouvez en même temps que la lumière évolue, en vous appuyant sur les techniques d'observation stricte qu'on a vues jusqu'alors. Mais alors, par contre, il y a un truc qui peut arriver à cette étape-là, finalement, quand vous allez aborder le modelé et la lumière, ça va être de surinterpréter
donc là de sortir vraiment trop de l'observation et de styliser trop. C'est-à-dire que comme en fait il y a énormément de cette théorie-là qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre dans votre façon de dessiner, eh bien vous pourrez comme ça avoir une tendance qui est de vouloir absolument faire le trait joli plutôt que le trait finement observé, si vous voulez. Et ça peut être très bien pour vous, parce que vous allez pouvoir faire des beaux dessins, mais vous allez sortir de ce que peut vous apprendre justement le dessin d'observation et les méthodes d'analyse du dessin d'observation. C'est-à-dire que plutôt que d'observer et d'essayer de décomposer vos modelés en les comprenant sur le vif, vous allez être peut-être dans l'interprétation et modifier sciemment en fait ce que vous voyez. Alors ça peut être tout à fait quelque chose que vous faites par la suite, par exemple si ça améliore votre composition, mais dans un premier temps, essayez comme ça de rester quand même sur le sujet et de continuer à observer 80% du temps, même si vous appliquez comme ça des techniques qui vont vous permettre d'être beaucoup plus libre. Euh, et donc le modelé, ça peut également servir de base comme ça hein, pour dessiner des personnages ou des animaux avec des formes simplifiées. Et vous allez pouvoir comme ça placer vos éléments de façon plus organique aussi. Et la quatrième étape, ça va être justement la gestuelle. Alors là, moi, je vais pas parler d'anatomie parce que je pense que c'est pas nécessaire au dessin d'observation réellement, l'anatomie. Ce qui va être le plus important, c'est la gestuelle ou la gesture, comme on dit en anglais. A priori, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment traduire de façon concluante en français. La gestuelle, donc, ça va être les principes fondamentaux qui vont vous permettre de représenter le mouvement. Et donc les lignes de force, bon, les rythmes courbes et enfin les contre-rythmes, enfin les contrastes de rythme, de forme, etc. Et ça va vous permettre justement de dessiner sur le vif des personnages en mouvement, d'analyser très très rapidement comme ça un mouvement, de pouvoir le structurer par des lignes de force rapidement, et ensuite de composer avec du modelé par-dessus. Et vous allez garder finalement l'observation stricte juste pour analyser peut-être des vêtements, peut-être des détails particuliers comme ça que vous allez pouvoir ajouter, mais même quand la personne sera partie. En fait, la gestuelle, ça va vous permettre de tracer en 2 secondes comme ça le mouvement d'un personnage et pouvoir continuer à travailler dessus par la suite, même si tout a changé. Donc c'est vraiment utiliser le geste comme structure. Donc ça, c'est très très difficile à faire. En fait, quand vous allez démarrer à faire ça, vous allez être frustré pendant pas mal de temps avant d'aboutir. Il y a des techniques pour rendre ça plus joli, etc. Moi, c'est jamais ce que je conseille quand on est dans l'exercice d'essayer de faire joli. Mais disons que si vous voulez vraiment faire des belles compositions ou quoi, vous pouvez utiliser des outils aussi qui vont vous permettre de rendre plus harmonieux comme ça vos figures, peut-être en travaillant directement sur des silhouettes sombres, etc. Et de revenir avec des crayons blancs pour définir des détails. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais ça va être vraiment la dernière étape. Et ensuite, toute l'idée, tout l'enjeu, c'est de recommencer les étapes depuis le départ. Donc une fois que vous avez fait un premier cycle qui passe des techniques d'observation strictes, ensuite de vous appuyer sur la perspective, ensuite du modelé des lumières et ensuite de la gestuelle, de revenir à une observation stricte, mais justement où vous allez là mettre le focus sur votre propension à analyser les distances, donc c'est-à-dire les proportions, les angles d'ouverture, etc. et les détails fins de tout ce que vous observez, c'est-à-dire la véracité, l'unicité de chaque élément que vous observez, en le décomposant en forme qui serait abstraite, mais vous allez quand même conserver en,
vous allez quand même aussi dessiner en utilisant des règles de perspective et des règles de modelé de lumière et de gestuelle, mais quand c'est utile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comme ça passer d'une technique à l'autre, d'un mode d'observation, d'un mode d'analyse à l'autre, de façon fluide. Et tout l'enjeu maintenant, ça va être de pouvoir justement régler des problèmes que vous avez sur un dessin en vous appuyant sur des techniques qui sont liées aux fondamentaux du dessin particulier que vous avez déjà appris avant. Et donc ça va être après tout l'enjeu du dessinateur d'observation. Et vous pourrez faire absolument tout le reste comme ça de votre apprentissage et de votre perfectionnement en étudiant au cas par cas avec les techniques appropriées et en mixant comme ça les techniques d'observation, ce qui va fonctionner le mieux. Et là, vous allez pouvoir à la fois avoir un style qui est personnel, à la fois dessiner des personnages et des paysages qui sont reconnaissables, et à la fois pouvoir composer de bonne manière dans votre format. Donc voilà. C'est tout ce que je vous conseille pour le dessin d'observation. Là, c'était un planning, c'est très scolaire finalement ce que je propose là. Mais ça a fait ses preuves. En fait, si vous voulez, ça a fait ses preuves depuis des siècles. C'est pas une technique qui est inventée d'hier ou quoi que ce soit. Et la nouvelle façon pour apprendre le dessin, c'est ce qui marche depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Parce que même avant que les gens l'appliquent, finalement, ça marchait déjà. C'est un planning et une méthode pour apprendre le dessin qui est absolument efficace. Donc par contre, le problème, c'est que ça prend du temps, évidemment, mais dessiner, ça prend du temps, à moins de se focaliser sur un style très spécifique ou un secteur très particulier. Par exemple, si vous voulez faire uniquement du dessin de manga dans un style très défini, et ben à ce moment-là, vous pouvez potasser uniquement ce style-là et les éléments qui sont à l'intérieur, vous focalisez là-dessus et vous saurez le faire, mais vous saurez rien faire d'autre. Là, le truc qui est génial avec le dessin d'observation et le planning que je vous donne un petit peu les méthodes et les fondamentaux, c'est que vous serez complètement libre de faire les dessins que vous voulez dans le style que vous voulez. Vous n'avez aucune limite si vous travaillez de cette façon. Donc moi, c'est ce que je conseille de faire quand on a du temps, quand on est jeune, quand on peut apprendre le dessin, c'est de travailler de cette façon-là. C'est celle qui marche, c'est celle qui marchera toujours dans 100 ans, dans 1000 ans, et vers laquelle on revient sans arrêt. Peu importe en fait les modes, c'est la meilleure façon d'apprendre le dessin. Donc voilà, si jamais vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Allez faire un tour sur mon blog pour vous abonner à ma newsletter et recevoir tous les lundis mes dessins de la semaine quand j'ai le temps de le faire et des activités sur mon pas des activités sur mon activité, des actualités sur mon activité. Je dis quand j'ai le temps de le faire, je fais toujours des dessins, mais c'est vrai que cette semaine-là, je suis vraiment full. J'ai beaucoup de travail. Donc j'espère que je vais pouvoir m'en sortir pour vous faire quand même quelques dessins dans mon carnet de croquis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet et à bientôt. Ciao.